Et après, j'aurais une question très amicale à poser quand même au CICR, c'est comment, par rapport au mandat du CICR et au mandat des Croix-Rouges et des Croissants-Rouges, comment s'explique cette mobilisation très très forte des Croix-Rouges et des Croissants-Rouges sur le Darfour? Et comment vous allez gérer votre mandat par rapport au mandat de la Fédération au Darfour? Alors merci pour la transition, Alain, c'était vraiment bien calculé, puisque c'est la deuxième partie du débat, les enjeux CPI humanitaires. Auparavant, Frédéric Toussaint, vous vouliez réagir une dernière fois sur la première partie, je crois. Oui, non, juste en termes de conclusion, je crois qu'en fait, il ne faut pas chercher des oppositions artificielles parce qu'on a parlé d'opérations intégrées de maintien de la paix des Nations Unies qui sont multidimensionnelles. Je pense qu'elles vont de plus en plus être multidimensionnelles pour une raison très simple qu'a rappelé Madame le député, qui est qu'il y a des besoins de coordination et des besoins effectivement d'impact sur les populations qui attendent quelque chose de la mobilisation de la communauté internationale. Ce qui ne veut pas dire que les acteurs humanitaires gardent pas leur spécificité. Et quand vous dites, monsieur, que les armées ne font pas de tâches humanitaires, si, dans certains cas, si quand même. Je prendrai l'exemple, par exemple, des Quick Impact Projects en Afghanistan, qui sont des tâches humanitaires faites par les forces armées. Deuxièmement, la MONUC, qui est une force de maintien de la paix, ce sont des casques bleus donc qui sont armés, qui intègrent maintenant des civils dans ce qu'on appelle les Joint Protection Units, qui ont été mis en place par Alan Doss, pour essayer d'améliorer les tâches de protection civile, justement, de protection des civils, pardon, pas de protection civile, qui sont dans le mandat de la MONUC. Donc si, il peut y avoir une confusion sur le terrain, qui n'est pas forcément bonne, mais on peut pas dire vraiment que ça soit toujours séparé sur le terrain. Voilà, et puis je terminerai en citant Ronnie Broman, qui n'est pas là ce soir, mais qui m'inspire, vous voyez, de temps en temps, et qui disait finalement l'indépendance, c'est la gestion des contraintes de l'interdépendance. Voilà, donc je crois que ça résume bien tout ce qu'on a dit depuis le début. Tout à fait. Philippe Riffman voulait aussi intervenir avant qu'on se penche sur le deuxième volet. Très bien. Très brièvement, parce qu'effectivement, on regarde aussi des deuxième partie du débat, mais j'avais deux remarques et puis une question. Les remarques, c'est que je suis pas sûr qu'il y ait autant de confusion que ça. Quand en fait, c'est plus une confusion dans la perception, surtout extérieure, ou la perception que peut en avoir. Je crois que c'est très bien que François Osteiller posait la question, parce que si on écoute finalement à la fois les interventions militaires qui se prennent dans la salle, l'intervention à la tribune, il y a un consensus assez général, en fait. Globalement, dans le microcosme, comme je crois disait Philippe tout à l'heure, il y a un accord assez général, y compris sur les principes. Si vous avez dit que vous avez d'abord dit que les principes étaient géométrie variable, je vous le dis amicalement, puis après vous avez quand même dit que les principes humanitaires, ils ont quand même une certaine intangibilité. Mais moi, il me semble que c'est surtout là, juste pour revenir à l'Afghanistan, une seconde, moi ce qui me frappe, et par rapport aussi à ce qui s'est dit, c'est que il y a la perception, et ça a été dit tout à l'heure, de l'impartialité. Mais il faut peut-être pas être trop radical, entre guillemets, ou trop sévère. Il y a un certain nombre d'ONG qui sont en Afghanistan, qui pensent qu'elles sont impartiales, et qui, effectivement, ne participent pas ni du PRT, ni d'aucun programme gouvernemental ou programme international, qui mènent leur propre programme. Mais elles le mènent, effectivement, dans les zones contrôlées par le gouvernement et par la coalition. Elles pensent qu'elles sont impartiales, mais elles ne sont pas, évidemment, perçues comme telles par la totalité des gens en Afghanistan. Mais en même temps, à la limite, pourquoi pas? Après tout, comme le disait Alain, en sens inverse, à l'exception du CICR au temps de l'occupation soviétique, beaucoup d'ONG n'étaient présentes que dans une zone, celle contrôlée à l'époque par les Moudjahidines. Et en même temps, elles s'estimaient impartiales. Donc la perception de l'impartialité, c'est à la fois ce qu'on fait, et puis en même temps la perception de l'extérieur. Enfin, moi, je pense qu'il ne faut peut-être pas être trop là-dessus, sur lequel il est préférable, comme dit Johanna, d'être effectivement présent des deux côtés. Mais après tout, c'est pas toujours possible, c'est pas toujours souhaité non plus par les organisations, et à la limite, elles peuvent faire un travail humanitaire tout à fait
cohérent et pertinent de ce point de vue, mais pour autant, elles ne vont pas être perçues, effectivement, en tout cas en Afghanistan, par les talibans comme étant partiels. Peut-être pour réinterroger tout à l'heure, mais je voulais quand même juste poser une question, non pas MSF et au CICR, puisque on connaît leur forte réticence vis-à-vis de l'approche intégrée, mais Frédéric Toussaint-Forteza, sur le bilan, quel bilan vous faites du côté du MAE, finalement, de cette un peu mise en place d'une gouvernance mondiale de l'humanitaire à travers, effectivement, OCHA, à travers l'approche intégrée, à travers les clusters. Vous avez cité le Kivu. Le résultat de l'approche intégrée et de la MONUC, et des armements de la MONUC, on l'a vu en novembre et décembre dernier au Kivu, notamment vis-à-vis des populations. Quel bilan vous faites, du côté des affaires étrangères, de cette mise en place, effectivement des clusters, cette approche, non pas seulement de l'approche intégrée, mais de l'approche, effectivement, Nations Unies. En 2 mots, c'est impossible. Mais donc, je vais plutôt vous dire qu'on est en période d'évaluation, justement, de la réforme humanitaire des Nations Unies sous l'égide d'OCHA, avec les clusters, mais pas seulement, avec aussi les fonds humanitaires en pool funds, le CERF, les fonds pays, etc. On est également en phase de réflexion sur le rôle des coordinateurs humanitaires. Donc tout ça est actuellement en phase d'évaluation. J'étais à Helsinki à la réunion des États donateurs d'OCHA pas plus tard qu'avant-hier. Et donc c'était au cœur des débats et on a déjà eu une évaluation indépendante du CERF. Il y a eu des évaluations pays sur la mise en place des clusters. Globalement, nous, on est assez favorable à la coordination humanitaire des Nations Unies dans cette approche intégrée qui, encore une fois, est positive parce que elle amène de la cohérence dans la réponse des Nations Unies. Mais je ne parle pas dans la réponse humanitaire. Là, je parle dans la réponse des Nations Unies. Ensuite, il est évident que on avisera évidemment dans les prochaines années, mais pour l'instant, je pense que les débuts sont plutôt bons, et même le CICR, effectivement, qui ne participe pas aux clusters, participe, comme l'a rappelé Johanna, aux Interagency Standing Committees, qui sont finalement qui est un organe encore plus stratégique que les clusters, puisqu'il est au niveau du coordinateur résident des Nations Unies. Deux mots, mais en plus, je pense que ça va te servir de conclusion sur la partie confusion des genres. J'ai du mal à laisser passer une contre-vérité quand vous avez dit à l'instant, en réponse à ce qu'a dit monsieur, que les PRT en Afghanistan et les Quick Impact Project, ce sont les militaires qui font de l'humanitaire. Moi, je pense qu'on est au cœur de cette confusion. Les PRT comme les Quick Impact Project, c'est pour les uns l'intégration de la force dans le milieu, pour les autres des opérations de stabilisation des zones. Mais c'est exactement l'inverse de l'humanitaire, c'est-à-dire que ce sont des opérations qui sont dictées par un besoin géopolitique. On est exactement à l'envers de ce qu'a dit Alain tout à l'heure, c'est que l'humanitaire, au sens où on en parle ici, dans cette instance, doit être dicté par les besoins des populations. Merci. Alors, autre confusion, et ça sera donc le deuxième volet de notre table ronde de ce soir, la confusion qui est née, je vous le rappelle, le 4 avril dernier, lorsque, au moment de l'annonce par la CPI, donc de l'inculpation de El-Béchir, le président soudanais, eh bien la décision en réaction a été donc l'expulsion de 13 ONG internationales. Et on a vu surgir un débat dans le monde humanitaire, et un peu au-delà quand même, c'était le paradoxe qu'il peut y avoir d'un côté à avoir la CPI qui quand même, dans le cadre du traité de Rome, est une émanation quelque part du droit humanitaire, et puis en même temps de voir que ce droit humanitaire pouvait s'opposer à de l'action de terrain. Moi, j'y vois pour ma part 3 questions intéressantes. C'est la question déjà du témoignage, puisque le président soudanais, avec une mauvaise foi certaine, a évoqué le fait que les ONG étaient expulsées, entre autres raisons, parce qu'elles avaient témoigné auprès de la CPI. Alors, Françoise Boucher-Saunier nous dira qu'il y a témoignage et témoignage, j'imagine, parce que témoigner pour une ONG, ça a un sens particulier, mais témoigner devant un tribunal, ça a un autre sens. Donc ça, c'est le premier débat, me semble-t-il. Deuxième débat, c'est la question du terrain.